Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Haruna, un véritable magicien du bartending. Il a ouvert il y a plus de 8 ans son bar à cocktail Life is Beautiful. Il parlera de petits conseils et de tips avec nous. En tout cas, on l'espère. Avec Marie, on va décortiquer chaque petit élément et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et les réseaux sociaux et nous envoyer plein de soutien. Goûtez l'excellence. Vivez l'Oreca Talk. Bonjour tout le monde. Bonjour Haruna. Bonjour. Bonjour Sandro. Bonjour Marie. On est donc ici pour t'accueillir Haruna et parler Bienvenue. de ton parcours. Merci beaucoup, très content d'être ici. Et donc Haruna, tout le monde ne te connaît pas, même si tu commences à être fort connu, il faut l'avouer, hein, C'est le gentil. magicien des cocktails. Présente-toi en quelques mots, explique-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Haruna, donc. Je suis l'un des propriétaires de Life is Beautiful, basé à Bruxelles. Okay. Et nous avons un bar, une boutique, un atelier et un tout nouveau bar qu'on vient tout juste d'ouvrir. Félicitations. Ouais. Félicitations. Du coup, comment ça se fait que tu t'es lancé dans les cocktails si j'ai bien compris, c'est plus un bar à cocktails que tu as lancé. Donc le premier, c'est Life is Beautiful. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas fait de la restauration à servir des plats ou plutôt être un bar à café, comme ce qui est un peu tendance aujourd'hui? Je suis d'abord tombé amoureux de l'Oreca en général. Okay. Quand j'ai commencé les cocktails, je trouvais ça sympa, mais pas plus que la bière, le vin ou les plats. Simple découverte. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment au fur et à mesure, en fait. Tu commences à faire un petit classique. Tu es déjà content de réussir. Après, tu commences un peu à te l'approprier, à le twister. Tu dis, ah, c'est cool, c'est moi qui ai fait ça. Tu fais goûter aux gens, ça plaît. Et donc, voilà, au fur et à mesure, tu commences à créer davantage de choses. Et donc, voilà, là, j'ai vraiment trouvé, on va dire, ma niche, les cocktails. Mais sinon, je suis d'abord amoureux de l'Oreca et ensuite des cocktails. Okay. Et c'est en Belgique que tu as découvert les cocktails ? Non, j'ai déjà commencé ça en France. J'ai fait quelques mois à Londres également, à plusieurs reprises. Mais par contre, c'est en Belgique, à Bruxelles, où je ne fais que des cocktails. D'accord. Et pas de. Tu bossais pour quelqu'un Ouais. Ok. Tout à fait. Et c'est où ? J'ai travaillé, quand je suis arrivé, j'ai travaillé au Too Cool, un restaurant éthiopien, derrière le bar. Je connais très bien. Très bon. Très bon. Ouais, c'est génial. C'est super bon, Injera Power. Oh là là, pendant un an, tous les jours, éthiopien, franchement, je m'en lassais jamais, quoi. Mais du coup, comme Marie le disait, tu t'as découvert, par rapport à la région parisienne, tu travaillais également dans un bar à cocktail ou Non, des bars généralistes, on va dire. Okay. Des restaurants, beaucoup de restaurants aussi, des bars d'hôtel, des bars de concerts, live également. Mais quand même il y a toujours des cocktails, quoi. Ok, oui, du simple mojito et l'apérol spritz, quoi. J'aime bien les mojitos. Ouais. Hein. Moi j'aime bien le mojito. On va juste revenir un peu sur Haruna. Haruna, c'est qui? Quel âge il a, Haruna? Et puis, est-ce que tu es du coup français, belge, londonien? Non, je suis né au Sénégal, j'ai grandi en France et ça fait 11 ans que je suis en Belgique. C'est qui Haruna? C'est une bonne question. Je dirais un passionné d'Oreca, un passionné j'aime bien entreprendre, j'aime bien créer des choses. Et Haruna, Est-ce que Haruna, c'est Haruna tout seul ou c'est Haruna accompagné? Non, justement, j'essaie de trouver le bon terme pour amener ça. Haruna, c'est avec Caroline également. Ouais, à qui on fait un gros bisou d'ailleurs. On embrasse du coup Caroline. Est-ce que c'est ton associé? C'est simplement ta femme? Non, c'est tout. C'est tout, c'est associé, femme, meilleure amie, voilà, on fait tout ensemble. C'est intéressant parce que justement Marie est un peu dans le même cas de figure où en fait c'est parfois un peu compliqué de faire la balance entre la vie perso et la vie professionnelle, surtout dans un monde de nuit. Parce que le bar, on va pas boire un cocktail à 10h du matin, quoique ça dépend qui, hein, ça dépend qui. Il y a des au brunch, franchement. Il y a des spécialistes.
Et du coup, est-ce que... bon, on va pas rentrer trop dans la vie privée, mais je sais pas si vous avez un petit ou une petite. Pas Non, encore. pas d'enfant. Ok. Donc, pas d'enfant. un peu plus simple à gérer aussi au niveau... mais comment se passe au final, alors du coup, là, le mix entre vie privée, vie professionnelle? Parce que on va dire qu'on a souvent l'impression de vouloir mixer le pro dans la vie privée en faisant les pâtes le soir. Tiens, tu penses à cette idée-là, et voilà, parfois c'est un peu compliqué aussi de tirer la prise, quoi. On va pas se mentir, hein, il y a des conflits où c'est pas toujours facile. Et c'est normal en fait. Ça permet aussi de grandir. Ces conflits-là permettent de nous comprendre mieux. Et après, je pense que ce qui aide beaucoup en fait, c'est que ça reste une passion. Donc du coup, quand tu es passionné de quelque chose, de toute façon, même dans la vie de tous les jours, tu en parles, quoi. Même quand tu vas manger au resto, si tu aimes bien faire la cuisine, oui, c'est un moment privé, mais tu vas quand même être inspiré pour tes... c'est aussi le propre de l'entrepreneur que d'effacer un peu cette frontière entre le boulot et la maison. Ça, on est occupé à faire son business plan et puis on est sous la douche, on se savonne les cheveux et pouf, on a l'idée pour telle chose. Et puis on se fait son café, on touille dans le café et il y a une idée qui nous vient. Et c'est vrai que ça, c'est très propre à l'entrepreneuriat. Et pas que dans le lancement, finalement. C'est même tout au après, long du cycle de projet, très élargi, parce que c'est parfois toute une plus de limites, en fait, à un moment donné. De toute façon, tout est imbriqué ensemble. Mais très important, par contre, pour moi, c'est qu'honnêtement, j'ai jamais pensé que je pourrais faire ça avec quelqu'un d'autre. Je me suis toujours vu, en tout cas entrepreneur, et j'ai toujours voulu faire ça seul. Et au début, ce n'était pas facile pour moi d'accepter de le faire avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai fait parce que c'était elle, justement, quoi. Okay, c'est bon. Tu n'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre, vraiment? En associé? Non. Et je pense que même si maintenant, je suis un peu plus ouvert à ça, mais si je suis un peu plus ouvert à ça, c'est grâce à elle qui m'a permis, en fait, aussi de me remettre en question et de comprendre que si je ne voulais pas faire ça avec d'autres personnes, ce n'était pas à cause des autres, c'était plus... À travailler sur toi-même. Travailler sur moi. Okay. Mais quand même, je pense que je pourrais le faire avec d'autres personnes maintenant, mais qui doivent avoir quand même ces choses que je trouve en elles qui me permettent d'avoir le feeling et le match. Exactement. Du coup, Life is Beautiful a commencé juste avec Haruna, ou alors c'est deux questions en une. C'est le concept est arrivé de la part de Haruna ou de Haruna et Caroline, j'ai dit Coraline. Ensemble, comment ça s'est créé? Elle n'était pas du tout du monde de l'Horeca. Donc, c'est moi qui l'ai amenée là-dedans. Et c'était très, très intéressant, justement, de voir tout son processus d'évolution. En fait, elle vient de quel secteur? Elle travaille dans l'administration. Ok. Donc, pas de nuit du tout. Et je pense même qu'elle n'a jamais fait d'Horeca, en fait. Donc, même étudiante? Non, en fait, non, c'est vrai que non, je viens juste de le réaliser, en fait. Elle devait avoir un regard très frais aussi sur ce métier. Ouais, franchement, c'était très intéressant, en fait, de pouvoir aussi transmettre à quelqu'un et de voir le développement d'une personne. Parce que l'Horeca, c'est pas juste faire des cocktails et tout, et ça te permet de t'améliorer sur plein d'aspects personnels. Donc, du coup, de voir comment elle est 10 ans après. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 8 ans que Life is Beautiful existe. Félicitations. Merci. Le temps passe vite. Le temps passe même tellement un peu, vite. Mais voilà, donc on a quand même créé Life is Beautiful ensemble. C'est un très beau projet. Et donc, du coup, on va revenir du coup, à ce moment de retour, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça un retour en Belgique. Est-ce que tu avais déjà un pied-à-terre en Belgique? Non, je venais de temps en temps et c'est comme ça que j'ai Pour quelle raison tu es arrivé en Belgique? Est-ce que tu avais une affinité justement avec ta femme qui était belge ou, on s'est rencontrés ici. D'accord, ok. Parce que ça aurait pu être à Paris. Il s'est perdu à Bruxelles finalement. En fait, il s'est perdu dans un bar. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas loin, franchement. Il le cocktail et puis finalement rester au comptoir. Alors, au parcours, c'est après mes études, en fait, je voulais juste quitter la France, mais pas parce que j'aimais pas la France, j'avais envie de voyager, et souvent quand on dit quitter la France, mais de voyager, et je me suis dit, je vais commencer par Bruxelles, parce que j'aimais beaucoup Bruxelles, et je resterai tant que je m'y sentirai bien. C'est beau. Et je me sens toujours bien, donc... Maintenant, tu as intérêt à rester. C'est devenu mon pied-à-terre à Bruxelles, même si un jour on bouge, il y a un Bruxelles pied-à-terre reste à Bruxelles. là, c'est ça, Ok. Et du coup...
Londres, quelle est l'équation, J'essaie de retracer un peu aussi pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Quel est le fil rouge Londres est arrivé à quel moment? Londres, c'est arrivé pendant mes études, donc avant de venir en Belgique. L'idée, c'était d'améliorer mon anglais. Et le meilleur moyen d'améliorer l'anglais, c'est de bosser dans l'Oreca. Oui, c'est clair. L'immersion, c'est la bonne ville, parce qu'il y a une bonne vibe, c'est dynamique. On y croise quand même pas mal d'accents. C'est pas le plus complexe, celui de Londres, je trouve. C'est peut-être parce que j'ai aussi fait partie des études dans ce coin-là, donc ça forcément, va, ça aide. Je vais vous quitter parce que l'anglais... Moi, Oui, c'est vrai, tu m'as déjà dit ça. Yes, we can. Oui, à peu près, hein, oui. You can, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est le bon endroit et le bon secteur pour pouvoir se plonger dans cette langue. Et même quand on n'a pas beaucoup de connaissances, très vite, on se débrouille. Et en fait, l'évolution, la maîtrise de la langue, elle arrive assez rapidement. Donc c'était une bonne idée finalement. Ah oui, j'étais complètement nul quand on commandait un Diet Coke, je ne comprenais pas ce qu'on me demandait. Tu vois. Un quoi? Pardon, l'anglais, je ne comprends pas. Et tu y es resté combien de temps? Je suis resté une première fois 3 mois. C'était pendant les vacances scolaires. À la fac, on avait 3 mois de vacances. C'est pas un échange linguistique académique? Non, c'est vraiment... j'avais 18-19 ans, je suis parti 3 mois. Chercher du boulot. J'ai mis 1 mois la première fois pour trouver le boulot, donc c'était pas facile. Pas facile ça. Mais après, c'était super. Et du coup, l'année d'après, je suis encore retourné pendant 4 mois cette fois-ci. Okay. Et toujours dans l'Oreca, dans un bar. Et honnêtement, si ce n'était pas à cause des études, je ne serais pas retourné, je serais resté à Londres parce que je me sentais super bien à bosser dans l'Oreca là-bas, quoi. Ouais. D'accord. Et voilà, c'est un peu aussi la question et le sujet de notre podcast. Pourquoi tu n'es pas resté simple, entre guillemets, employé? Parce que tu as travaillé après au Too Cool. Tu as fait, je pense, un autre bar également. Au Stouffer. Au Stouffer, qui est à XL, place du Châtelain, si je dis pas de bêtises. Je suis fort. C'est beau. Non, t'es fort en bar à cocktail, je pense. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'on m'a souvent vu tard le soir dans des bars à cocktail. La semaine dernière, d'ailleurs Non, on va éviter le sujet. Du coup, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'au final, c'est quand même pas compliqué, mais c'est quand même... Voilà, un employé, c'est entre guillemets, on a des horaires, on commence et on finit. Un entrepreneur, on commence, mais on ne sait jamais quand on finit. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu as des parents, justement, entrepreneurs, même des grands-parents, des oncles, des tantes, personnes? Non, j'ai pas eu d'inspiration de ce côté-là. C'est plus quand j'étais gamin, un de mes rêves un de mes boulots de rêve, pardon, c'était businessman. Mais je savais pas. Avec pour moi, voilà, c'est ça exactement. Juste tu regardes la télé, tu vois, je vais être un businessman. Ça veut tout et rien dire, businessman, mais voilà. Et mais dès mes premières semaines dans l'Oreca, c'était dans un hôtel. Je me suis dit j'allais ouvrir des choses. Honnêtement, encore maintenant, je m'en fiche si c'est un bar à vin, un bar à bière, parce que voilà, comme je disais, c'est l'Oreca d'abord. Donc on va sortir ces petites phrases. Ouais. Tu as encore envie de créer des nouvelles choses, parce que là tu viens d'ouvrir un nouveau bar, on en reparlera juste après. Donc tu es encore sur des opportunités et voilà, ton envie, on va dire, cette boule entrepreneur en toi, comme tout entrepreneur, tu as encore envie d'ouvrir des concepts Ah oui, le plus possible. Okay. Je ne mets pas de limite. Si je pouvais, j'ouvrirais un tous les mois. Mais chaque année, tous les jours. On a comme ça à la fin. Ah ouais, non, c'est... Mais voilà, c'est dans la limite Enfin, je ferai autant que possible. Ok, mais toujours dans le bar, bartending, t'as pas envie de lancer une pizzeria Non, si, restauration. Dans l'Oreca, franchement, dans l'Oreca, c'est ce qui m'attire le plus. Après, il y a d'autres choses, mais ces autres choses-là vont toujours compléter, vont toujours être autour de l'Oreca. Okay. Donc, si je te comprends bien, c'est vraiment une aspiration de croissance et d'ouverture, et il y a une dynamique, en fait... Souvent tout entrepreneur. C'est rare un entrepreneur qui dit voilà, j'ai ouvert mon truc et c'est bon. Voilà, maintenant c'est fait, j'ai mon canapé, quoi. Parce qu'entre-temps, tu vois, il y a des idées qui te viennent, mais tu peux pas appliquer ces idées-là dans cet espace-là ou dans cette entreprise que tu as. Donc tu dis mais ça, je vois quand même une opportunité là. Donc voilà, ça te donne envie de continuer de créer. Et par rapport à une petite question, par rapport aux valeurs de tes projets,
parce que je sais que tu es quelqu'un de valeur. C'est gentil. Et, C'est beau. Je le pense. Mais quand tu t'es dit, tiens, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, ça y est, je sens que c'est le moment de passer le cap. Quelle a été la place des valeurs dans ton projet, dans ton tout premier projet ? Moi, c'est l'humain d'abord. L'humain, parce que j'ai été employé. Et en tant qu'employé, on se dit toujours, moi, je n'ai pas aimé qu'on me traite de certaines manières, mais aussi j'ai aimé qu'on me traite d'une autre manière. Enfin, il y a eu des manières où il y a eu des responsables que j'ai eus, ils m'ont très bien traité. Je me suis dit, ça, je ferais la même chose. Tu as été inspiré d'un point de vue managérial par certaines personnes. Exactement, oui. De bonnes et de mauvaises inspirations. Et donc, du coup, c'est l'humain, et l'humain, donc, que ce soit avec les gens avec qui tu travailles, mais avec les gens que tu reçois également. Donc, pour moi, justement, à Horeca, de toute façon, la première chose, c'est l'humain. Les produits viennent après, mais c'est l'humain d'abord, c'est un lieu de rencontre, d'échange, et les produits sont juste un moyen, en fait, pour créer cette opportunité de rencontre et d'échange. Et donc, ça, ce serait vraiment la valeur que tu voulais mettre au centre de ton projet. Ouais. Et après, j'aime beaucoup travailler aussi avec les communautés, donc que ce soit travailler avec des commerçants autour de moi ou mettre en avant des petits producteurs, par exemple. Donc, encore une fois, des échanges. J'aime bien quand ces liens sont palpables, en fait. Quand tu vois qui est derrière, tu vois... le travail également derrière. C'est aussi, ça fait aussi écho à la rencontre, finalement. C'est ça. Aller à la rencontre et faire se rencontrer. Moi, avant de commencer l'Horeca, j'étais quelqu'un de très, très, très timide. Donc, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir et d'être plus à l'aise avec les gens. Donc, peut-être qu'au fond, je suis encore toujours un peu en train de... J'ai envie de dire que tu as vachement bien évolué. Tu es entre nous deux, au centre, avec des lumières, face caméra. En termes de timidité, effectivement, il y a eu du chemin. Avec 45 000 auditeurs, le mec qui rajoute la pression. Au minimum. On m'avait dit 15 000. Il y a la petite goutte qui... Ouais. Du coup, l'évolution de Life is Beautiful, parce que là, du coup, on est à 8 ans d'ouverture. Comment se passe cette partie un peu évolution du projet, où on passe de trouver le local et de commencer avec rien et de devoir mettre tout en place. Et d'ouvrir même le second, déjà. Ouais. Vous voulez savoir comment les étapes, plus ou moins, comment on a fait Oui, c'est vraiment cette idée d'évolution. Raconte-nous cette évolution de carrière, mais en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'entrepreneur, donc, quand on a voulu lancer notre concept, on s'est posé la question pourquoi en 2015, il n'y avait pas autant de bars à cocktails à Bruxelles. Donc, alors qu'en Flandre, notamment à Anvers et à Gand, il y avait déjà quand même un petit nombre. Et quand tu dis pas beaucoup de bars à cocktails, est-ce que tu as un chiffre À l'époque, non, mais quand je parle bar à cocktails, parce que c'est vraiment, je parle de bars vraiment dédiés aux cocktails et qui ne font que ça. Bien sûr. Et qu'ils font bien. Aussi, oui. Ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est vraiment, c'était pas beaucoup. Et donc on se posait la question parce que c'est quand même une ville internationale. Et donc on s'est dit, on va tester le concept en organisant des pop-up. Donc au début, on faisait une fois par mois un pairing cocktail nourriture sur réservation, 30 personnes. On était remplis à chaque fois. Donc après, on s'est dit, OK, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pop-up où là, on va faire un petit bar qui va ouvrir 3 à 4 jours par semaine. Mais à chaque fois, on va faire ça dans des quartiers différents. C'est ce que j'allais justement en venir. Est-ce que tu avais déjà, entre guillemets, un local que tu... Non, du tout. D'accord. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent, et ça peut-être donne une idée de justement avoir un concept, mais de le tester un peu doucement. À quel moment, comment tu fais pour ouvrir un pop-up un peu à gauche, à droite ? Est-ce que tu fais un partenariat avec des restaurants qui possèdent un bar et qui veulent un peu améliorer leur standing ? Ça peut être une opportunité, ça peut être une possibilité. Nous, celle qu'on a choisie, c'est de prendre des cafés qui fermaient à 17h.
et de louer l'espace. Et à 18h, on ouvrait. C'est et bien, comme ça. Ce côté aussi liberté de faire un peu ce que vous vouliez. Exactement. Ouais. Alors que s'il y a un partenariat avec un établissement qui est ouvert, là, il y a vraiment plus de la collaboration. Oui, mais je trouve que maintenant, par exemple, ça serait beaucoup plus facile parce qu'il y a quand même peu d'établissements qui vont te laisser leur espace. Surtout quand tu viens, ils ne te connaissent pas. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne idée de faire ça pour pouvoir déjà se faire connaître. En fait, même si on n'a pas encore créé notre société, mais oui, parce que vous êtes personne d'aller bosser, voilà, c'est ça, de faire ça. Il faut quand même vous donner entre guillemets une confiance aussi par rapport à l'image du bar de journée, on va dire ça comme ça. Et vous qui arrivez avec un concept qui peut-être personne ne vous connaît, peut-être ça n'allait pas du tout marcher, ça allait être... À une époque où il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est ça. Et donc, finalement, la population bruxelloise ne s'attendait peut-être pas à te trouver là. Et donc, forcément, oui, ça a dû être assez intéressant. Honnêtement, on gagnait tout ce qu'on prenait, enfin tout ce qu'on gagnait, c'était pour couvrir nos frais et il y avait un tout petit bénéfice. On faisait pas ça à ce moment-là. Le but, enfin c'est pas vrai de dire que le but c'était pas ça, mais le premier objectif, c'était de se faire connaître et de tester des quartiers. Et en se disant que déjà tu construis une communauté, comme ça quand tu trouves ton local, ça t'offre deux comment dire ça, deux choses très importantes en fait, c'est que si tu fais ça dans différentes communes, tu pourras te mettre un peu n'importe où. Donc ça te permet aussi de tester différentes communes. Et de deux, si tu te fais déjà connaître un peu avant, quand tu ouvres, tu n'as pas besoin d'avoir un endroit qui a pignon sur rue. Si tu as un espace, genre quand on a ouvert rue d'Ansart, au bout de la rue, il y en a plein qui nous disaient, vous êtes sûr, vous voulez ouvrir de ce côté-là et tout. Moi, c'est dit, nous, de toute façon, on s'est construit une communauté. Maintenant, on sait que les gens, ils vont se déplacer pour venir. Et pas ouvrir, pas tester des pop-up à Bruxelles et ouvrir à Charleroi. Ça c'est un peu plus, c'est ça. Mais du coup, c'est un peu mettre en pratique un peu une étude de marché, de savoir et de le vivre directement. Je pense que c'est vraiment un bon plan et peut-être un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer Et demain. puis quand on est consultant, ce qu'on dit souvent aussi, c'est si tu vois un local qui te plaît, qui t'intéresse, prends une chaise, tu t'assieds et tu regardes à plusieurs moments de la semaine et tu regardes à X heures, de telle heure à telle heure, est-ce qu'il y a du passage, est-ce qu'il y a des gens qui passent dans la rue. C'est une manière aussi de tester autrement cette histoire de chaise et s'installer et voir s'il y a des gens qui passent. Du coup, si on voit des gens assis dans la rue sur une chaise... Ce sont mes coachés, ce sont mes clients, je les ai envoyés avec la chaise, elle est comprise dans le package. Donc si vous venez chez moi, vous aurez une chaise. C'est un truc moi, la chaise. Non, la chaise quand même, un coudoir et tout, le confort avant tout. C'est une bonne idée ça. Mais quand on a trouvé le local rue d'Ansart, j'allais au bar béton, j'allais au Alvi, j'allais au café à côté, j'avais mon petit bloc-notes et je mettais tout ce qu'il y avait sur le menu. Et à chaque fois que quelqu'un commandait, je regardais ce qu'il avait pris pour mettre une petite croix. Comme ça, je vois, surtout à partir de 18h, si les gens consommaient beaucoup de vin, beaucoup de bière, des cocktails, la portion de l'île du Walvis. Également, oui. Je vois bien. Je t'ai souvent vu quand je faisais cette étude de marché. Je travaillais pas loin en plus. Je travaillais en face en l'occurrence. Et donc du coup, vous êtes installé, pour ceux qui ne connaissent pas Life is Beautiful, du côté rue d'Ansart, c'est XL, je pense. Non, pas dans le centre. Ah non, on connaît bien les bars à cocktails, mais pas chez nous. Tu restes sur le Stouffeur en fait. Je suis toujours au place du Châtelet en fait. C'est à côté du canal. Exactement. Oui, pardon, excusez-moi. C'est pas je grave. vais y aller. Non, pas du tout. C'est pas un Bruxellois. Il habite pas Bruxelles. Il faut un ancien Bruxellois. Okay. J'essaye de te sauver aussi. Je suis très mauvais en géographie, c'est pour ça. Continuez vos études, c'est important. C'est important de s'hydrater. Oui. Et par rapport à donc je parlais de valeurs, d'aspirations, d'évolution de projet. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire en tant que Haruna, avec ta compagne évidemment, avec Caroline? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour toi, pas pour vos business? Qu'est-ce que tu te souhaites toi en tant qu'être humain finalement dans cette carrière qui est quelque peu dynamique? Du temps. Du temps dans ta vie privée? Ouais, du temps dans ma vie, pour tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette frontière entre vie privée et Eureka, honnêtement, j'ai presque envie de dire qu'elle n'existe plus en fait, parce que je pense tout le temps de toute façon
Bien sûr. Mais est-ce que Horeca, du coup, c'est bizarre de dire ça. Oui, mais est-ce que vous avez plutôt du temps à aller par exemple au cinéma, aller boire des Dans les verres? Ah oui, Time. tout à fait. Donc il y a ce temps-là, oui, pour ce Ok. côté privé-là. Mais par exemple, on aime beaucoup voyager. Mais on aime beaucoup voyager, mais on aime beaucoup boire et manger aussi. Donc ça veut dire que nos voyages, ça reste autour de l'Horeca aussi. C'est ça, Donc découvrir des nouvelles c'est ça. cultures On à va voir travers des les producteurs, on va voir des restaurateurs. Et du coup, ça me fait penser à peut-être une question aussi de créativité. Mhm. Où vas-tu chercher ta créativité au niveau des cocktails? À travers tes voyages ou Oui, dans la vie de tous les jours déjà, parce qu'on ne voyage pas beaucoup, pour le moment on a beaucoup de travail, mais dans la vie de tous les jours et en visitant d'autres confrères, dans les visites des restaurants, des voyages. Mais ouais, l'idée, là, ce que je désire pour nous, c'est vraiment d'avoir plus de projets, mais pour alimenter ces projets-là, du coup, d'avoir plus de temps, justement, pour voyager et surtout pour alimenter déjà pour développer notre structure, justement, autour de l'humain, et donc d'aller rendre visite aux producteurs, aux restaurateurs. On revient à cette de collaboration parler, et créer ce ça, lien. avec des inspirations, justement, de revenir avec des inspirations et encore une fois, de partager avec les gens qui viennent nous et du rendre coup, visite. à Aruna en 2024, parce que tu parles de structure, Aruna, c'est avec Caroline, c'est 3 établissements. Donc, c'est Life is Beautiful, Beauty, corrige-moi si je me trompe. Non, Life is Beautiful, boutique. Boutique, Ouais. pardon. Boutique. Ouais. Oui, beauty, ça fait un peu beauty, trop. Beauty, c'est ta femme. Hein. Ouais. T'aimes pas le beauty? Tu peux renommer, tu vois, ça peut être sympa. Non, boutique, parce que ça reste quand même une Voilà. boutique. On va le faire au montage, voilà. Donc, un bar, une partie boutique, et alors la reprise d'un établissement ici début 2024. Mais du coup, quand tu parles justement d'avoir du temps pour toi et savoir gérer ces maintenant 3 structures, est-ce que tu arrives justement à gérer 3 structures entre guillemets tout seul, mais je ne sais pas si Non, on fait Caroline, ça avec Caroline. Ouais. vous êtes tous les deux à temps plein sur les 3 structures, ou alors Caroline travaille encore à Non, côté? Caroline travaille encore à côté. Ok, donc c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais, elle travaille à côté, mais c'est beaucoup de boulot, on ne va pas se mentir. Souvent, les gens ils ne voient pas ce côté-là, justement. C'est le côté paillette de l'Horeca. L'entrepreneur, c'est pas, t'es pas chez toi à boire ton cocktail tranquillement et compter les billets. Ouais, on est rarement à la maison, en fait. C'est parce que soit quand on a le temps, on va rendre visite à la famille. Soit on en profite dans ce cas-là pour, comme je disais, aller aussi du moment privé, mais ailleurs. Mais oui, on a par contre une journée sur le dimanche à la maison. Mais sinon, oui, on arrive quand même. Je trouve qu'on est très complémentaires. On forme vraiment une très bonne équipe, Caroline et moi. Et là, maintenant, au Lib, on a aussi une équipe qui suit bien. Donc, c'est important. C'est super. Et on est en train de développer, de créer l'équipe pour Esilo. Etilo, qui est le nouveau bar, nouvel établissement. ouais, Okay. donc qui s'appellera comme ça encore pendant quelques semaines. Donc si jamais les gens voient ça et que voilà, ce n'est plus Etilo, on a du mais scoop qui arrive. Voilà. Ouais, parce que attends, je fais quand même un peu de publicité. Mais au cas où, si dans 4 mois vous tapez Etilo et que ça n'existe plus, vous avez déjà le bar existe. Vous avez déjà le nom en tête? Ouais, mais je veux rien dire. Non, mais parce que le choix parce que Life is Beautiful, je pense que c'est peut-être pas arrivé du jour au lendemain, ou peut-être. Hein. C'est arrivé directement, mais par contre, il réfléchit pendant quelques temps quand même pour dire est-ce qu'on garde ça ou pas. C'est sûr, pas sûr, ça a marché. Il faut que ça représente ton concept, il faut que ça te représente toi-même, que tu t'y retrouves, il faut que ça sonne bien, il faut que le public, que la base client aussi adhère à la dénomination de l'établissement. C'est quand même, c'est pas un moment hyper évident de nommer son entreprise, surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand c'est la première fois. Parce qu'à la limite, maintenant, il y a des personnes, c'est le 5e, 6e, 7e établissement. Plein d'idées. Voilà, figurine de nose. Mais c'est vrai que les premières fois, moi je me souviens, les premières entreprises se cassaient la tête.
c'était des meetings et des meetings de semaine en c'est semaine. Clair. Est-ce que c'est le bon choix? Oui, à faire des brainstorming, finalement ça tombe, ça marche pas. Et puis... Dis-le en anglais pour voir, oui, dis-le en voilà. français avec un accent. Répète-le 7-8 fois. Ah oui, non, ça va pas le faire. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident ce moment-là. Ouais. Et puis après, on trouve un chouette mot et finalement ça existe déjà. Ouais. Ça, c'est hyper frustrant. Tu l'as vécu ça, un moment où tu as sorti un nom et puis en fait, t'as pas pu te l'approprier parce que quelqu'un avait eu la meilleure idée avant toi? Oui. J'ai pas d'exemple là qui me vient, mais je sais que déjà, il y en a un par exemple. J'ai pas compris. Voilà, il y en a un qui pour le prochain nom du Etilo qui m'est venu et c'était déjà pris. Et du coup, si je le dis, à Bruxelles aussi, mais pour un autre secteur. Que l'Oreca, mais quand même c'était trop similaire. Ça, je pense à un sujet aussi intéressant, c'est que moi je remarque beaucoup dans l'Oreca, c'est qu'il y a souvent dans certains noms d'établissements, mais en fait parfois on l'entend juste à Bruxelles une fois, mais en fait on a le même nom peut-être à Charleroi, à Waterloo et à Arlon. Et donc ça, je trouve ça parfois un peu aberrant, parce que quand on a une référence, par exemple le Life is Beautiful, on sait que c'est Bruxelles. Et si, imaginons, il y a Life is Beautiful Waterloo, peut-être un jour, ou Namur. Viens, Elicine. Voilà. Que c'est au final une seule personne, un seul concept. Et donc, c'est ça que parfois, moi, je me pose. On voit ça beaucoup dans des restaurants. Je pense à des restaurants italiens où il y a 50 fois le même restaurant qui porte le nom. Enfin, non, c'est justement pas le même restaurant et ça porte le même nom. Et donc, ça prête à confusion, en effet. Tout à fait. Je pense que voilà, on a déjà fait une bonne partie de parler un peu de qui était Aruna et de Life is Beautiful. Dans la deuxième partie, ce que je te propose, c'est qu'on va parler un peu plus du montage du projet, la partie financement aussi. On va parler aussi un peu concurrence. C'est important de parler aussi de nos concurrents en positif ou en négatif, parce que c'est un peu la partie inspirante de notre business. Également, on va parler de chiffres. Moi, j'aime bien tout ce qui est chiffres. Donc, la partie chiffre d'affaires, les marges, à quel moment on se dit qu'on est rentable avec un cocktail, parce que je sais que dans un cocktail, c'est comme la restauration, il y a plein d'éléments qui gravitent autour d'un cocktail. Il y a l'alcool, il y a le soft, je m'y connais pas trop, donc je vais pas partir dans... Il y a les condiments, comme ça je parle reste... du mojito. Voilà, parle il y a la menthe, il y a le sucre de canne. Il y a la glace. Voilà, la glace, oui, sans oublier la glace pilée, s'il vous plaît. On n'a jamais de glaçons dans un mojito. Clin d'œil à certains restaurateurs. Et on va aussi parler de certaines petites choses croustillantes. Donc, restez avec nous et puis on va parler de ça dans quelques minutes. Bonjour à tous les amis de l'Oreca et plus particulièrement à ceux des bars à cocktails. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Aruna au cœur même de son établissement, le Life is Beautiful. Une interview présentée par Elias, notre stagiaire en journalisme chez Up For It. Je vous invite à rester tout au long de cette vidéo parce qu'on a décroché un véritable scoop. Aruna, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'ambiance que tu as voulu créer au Lib? Oui, bien sûr, une ambiance décontractée, tout le monde est le bienvenu, on peut venir avec ses enfants, sa famille, et voilà, cosy et familial. Oui, c'est un mur avec les photos pour nous rappeler les bons moments qu'on a passés avec les personnes. Tu peux venir même la première fois, tout se passe bien, on prend une photo. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ta carte? Oui, elle est divisée en plusieurs parties. On a nos cocktails création, on a des classiques, très importants aussi, quelques bières et vins et des finger food, des petites choses à grignoter pour accompagner tout ça. L'inspiration vient un peu de partout, lorsqu'on sort après un restaurant, après des voyages. L'idée c'est de faire découvrir de nouvelles saveurs aux gens. Oui, un type de menu qui marque les gens, c'est un menu avec des cocktails exclusivement au fromage. Le Lib, c'est aussi une boutique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, dans la boutique, tu pourras y retrouver tout le matériel pour faire les cocktails, les ingrédients également, mais aussi des bouteilles de dégustation et pour offrir comme cadeau. Et un cocktail, c'est uniquement des bons ingrédients ou il y a d'autres éléments qui rentrent en compte? Il y a aussi la technique qui rentre en compte. Tu peux avoir les meilleurs ingrédients au monde. Si ta technique n'est pas bonne, ton cocktail peut être mauvais. Mais il y a aussi l'expérience, il y a aussi l'humain, je trouve. Pour moi, un bon cocktail, c'est une expérience complète. Ça va de l'interaction avec les gens, donc l'accueil, le service, le cocktail et jusqu'à la fin quand la personne te dit au revoir.
Donc le Lib, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Est-ce que tu peux un peu parler de cet aspect-là? Et pour ça d'ailleurs, le meilleur endroit c'est le comptoir. Donc je conseille à tout le monde de s'installer au comptoir. On organise aussi des sessions nocturnes, on appelle ça le e-bouffe, où là 2 à 3 fois par mois, on ferme à 5h du matin. Et on a beaucoup de gens de l'Oreca qui viennent, qui peuvent aussi boire des cocktails et on peut échanger au niveau alcool et cocktails comme au niveau expérience. Personnellement, tu as déjà fait des rencontres comme ça, des bonnes rencontres ici? Oui, plein. Honnêtement, on se rappelle plus des bonnes rencontres que des mauvaises. Et j'ai plein de clients qui sont devenus des amis, qui viennent manger à la maison, on va manger chez eux. Ouais. Du coup, tu reprends l'Etilo à Scarbeck. Est-ce que tu peux parler un peu du projet que tu as là-bas? Oui, c'est situé près du parc Josaphat. C'est aussi un bar à cocktail. Il y aura un menu nourriture un peu plus grand qu'ici. Et ce sera un grand comptoir, donc vraiment un petit espace avec toutes les personnes qui seront assises autour du comptoir pour vraiment créer cette atmosphère bar de quartier où les gens interagissent entre eux. L'atmosphère, ce sera un peu la même qu'au Lib ou pas du tout? Non, il y aura toujours ce côté cosy, familial, mais ce sera beaucoup plus vert. L'idée, c'est vraiment d'apporter le parc un peu dans le bar. Et est-ce que tu peux nous faire l'exclusivité du nom du futur bar ou pas du tout? Ok, parce que c'est toi. Ça va s'appeler Fox Den, D-E-N, comme l'antre du renard. Après le hibou, donc, on fait le renard. Et vu qu'il y a beaucoup de renards dans le quartier. Oui. Et du coup, la couleur principale du bar, ça sera justement le côté un peu brun, terracotta, voilà, pour apporter encore plus de chaleur dans le cocktail, dans le bar. Et dans les cocktails aussi, Pourquoi pas. On est de retour sur cette deuxième partie de Horeca Talk. On est accompagné de ma charmante collègue, amie, collaboratrice Marie. Salatou. Voilà, exactement. Consultante, bien évidemment, dans l'Horeca depuis de nombreuses années. Avec notre invité Aruna, multi-entrepreneur avec Life is Beautiful, la boutique également. Et alors l'Etilo avec cette nouvelle acquisition en 2024. Dans cette deuxième partie, on va parler un peu plus la partie que j'adore, c'est la partie un peu plus technique dont Marie gère ça de main de maître avec cette partie montage du projet, le financement, comment on gère une équipe. Là, on a 3 établissements avec Aruna. Et puis, on va parler bien évidemment chiffres, les marges, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait comme marge et chiffre d'affaires avec un bar à cocktail? Est-ce que le glaçon, est-ce que la glace pilée coûte cher? C'est important quand même de le préciser. Et puis on va parler aussi des réussites également et quelques aussi problématiques qu'un entrepreneur fait face au final dans sa petite vie d'entrepreneur. Mais un entrepreneur, c'est toujours la force de rebondir à tout moment. Et donc Marie va commencer cette partie un peu montage du projet. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ben oui, justement, Aruna, tu es passé de un bar de cocktail à Bruxelles à avoir finalement 2 bars, un à Bruxelles, un sur Scarbeck. Parle-nous de l'état d'esprit et de manière assez générale, le lancement du premier bar, du Life is Beautiful. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé plutôt de côté pop-up pour voir quelles étaient les communautés, les communes dans lesquelles ça marchait peut-être le mieux. Et parle-nous maintenant de quand tu as décidé, ok, maintenant on est prêt, on sait ce qu'on va faire, on sait où on veut le faire. Comment ça s'est passé ? Alors pour lancer le projet, nous avons déjà mis de l'argent de côté, donc pour avoir quand même un apport assez important pour aller vers les banques. Et pour créer justement ce dossier, on s'était fait accompagner parce que moi... Par quelle structure ? Par Village Partenaire. D'accord, oui, okay. Très connu dans... Je ne connais pas du tout. Oui, c'est une des structures les plus connues sur la région, en effet. Franchement, la personne qui a traité notre dossier, on considère que c'est devenu un ami. On peut citer le prénom. Hein. Oui, Vincent. Bonjour Vincent, qui ne travaille plus là-bas maintenant, qui ne travaille plus là-bas, mais voilà, ça reste quand même très bien. Franchement, c'était super. Quand tu dis traiter le dossier, c'est plus un accompagnateur. Accompagnateur, oui. Okay. Tout à fait. Généralement, en fait, ce sont des coachs spécialisés entrepreneuriales
Et donc, ils vont C'est accompagner et la personne, être humain, et donc prendre de manière assez holistique et l'être humain. Et puis, ils vont les accompagner à tout moment des étapes du projet. Et donc, ils vont les aider à penser le business plan, à définir les concepts, à comprendre ce que ça veut dire, un plan financier, à savoir ce que ça veut dire, le financement, vers quel type. Et c'est un vrai peu le papa du business, quoi. Mais oui, en fait, c'est un coach. C'est vraiment quelqu'un qui accompagne son porteur de projet pendant son lancement et même au-delà. Hein. Donc, il existe tout un tas de... Justement, il y a encore un refresh après X mois, X par rapport Ça dépend, en fait, les structures. Ça dépend des structures et ça dépend de son statut. Okay. Et donc, du coup, on peut rappeler juste la structure, c'est... Ça, c'était Village Partenaire. Ok, donc toi, tu existe d'autres. Hein. Tu conseilles Village Partenaire. Moi, j'étais très satisfait, en tout cas. Okay, si jamais vous cherchez à être accompagné, Village Partenaire, ça peut être utile. Oui, tout à fait. Et donc, tu étais accompagné par une personne chez Village Partenaire qui t'a aidé à mettre de l'ordre, en fait, dans ton projet. C'est ça. Et aussi me mettre au courant, par exemple, quand tu fais ton plan financier, d'avoir déjà un dossier que tu dois, un fichier que tu dois juste remplir, que ce soit par rapport aux impôts en Belgique et tout ça. Moi, taux d'imposition sur ça, ou que ce soit les TVA, plein de choses que je ne savais pas le fonctionnement en Belgique. Donc ça m'a permis à comprendre et à appréhender, clairement. Toute la partie administrative. Oui, c'est ça. Et qui nous a mis même en contact après avec, qui nous a proposé plusieurs contacts pour les secrétariats sociaux, etc. Donc après, tu choisis. Justement, il fallait, quand on lance son projet, il faut faire appel à tout un tas de partenaires finalement pour pouvoir tenir bien les rênes de son entreprise. Tout à fait. Toi, tu as fait appel au départ à tout le mois. À quel type de structure? Donc, j'entends secrétariat social, comptable également, indispensable, bien sûr. Et là, c'était tout en fait. Secrétariat social, comptable, on a eu quelqu'un qui a, pour un ou deux rendez-vous avec un juriste quand même, oui. Faire un peu mettre les choses honnêtes, mettre les choses au propre. C'est ça. Pourquoi un juriste à quelle étape, à quel moment ça sert d'avoir un juriste dans un projet qu'on lance? Alors, je te laisse peut-être déjà, on a parlé de ton projet à toi. Ouais, nous déjà, tout ce qui est, rien que pour les bails par exemple, pour les bails, parce qu'il y a peut-être des propriétaires qui essayent un peu de tirer un peu sur quelques cordes. Mais même pas, c'est juste comprendre ce qu'on dit, parce que les baux à loyer, quand c'est un bail commercial, ça n'a rien à voir avec un bail domestique. Un bail commercial, de mémoire, c'est 9 ans, c'est ça? Oui, généralement. Mais en plus, ce qu'il y a dedans est complexe et ça lie, d'un point de vue juridique, ça peut parfois être assez indigeste. Et avoir un juriste qui nous accompagne pour poser le cadre, poser ces termes, s'assurer d'avoir bien compris ce qui est écrit, pouvoir bien négocier avec le propriétaire, ce sont des choses qui sont quand même hyper importantes. Et au-delà des baux à loyer, on peut avoir besoin d'un juriste, par exemple, pour définir les termes d'une convention, un pacte d'actionnaires, les pactes entre les associés. On peut en avoir besoin pour des partenariats spécifiques. On peut en avoir besoin pour déposer l'une ou l'autre marque ou une recette. Enfin, bon, après, on comprendra que très, très vite, on ne peut pas déposer les recettes. Mais bon, voilà, là, ça, c'est encore autre chose. Mais il y a quand même tout un tas d'étapes qui, parfois, nécessitent un regard juridique, un légaliste qui va pouvoir soit négocier, mettre sur papier ce que nous on voudrait négocier, soit nous traduire en fait des textes juridiques complexes, histoire de pouvoir les comprendre, parce que quand on va signer une convention, un contrat, on va être lié à ça. Si on l'a pas compris, on pourra pas l'appliquer. Et là, il peut y avoir des dangers en fait. Il peut y avoir des grands dangers en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu parfois. Parce qu'il y a des fois... Ça peut faire peur aussi. Si on n'a pas le bon statut, effectivement, ça peut rentrer dans la vie privée. Ça peut faire peur et même si tu ne comprends pas et finalement ça fait peur et ça t'incite à ralentir un peu. Justement, par rapport à Village Partenaire, est-ce que je ne connais pas du tout ces parties accompagnement, c'est une structure institutionnelle ou c'est un privé?
privé. Non, c'est pas privé, il me Il me semble. semble que c'est une ASBL, je Ok, pense. c'est ça. Mais du coup, et- est-ce que- Généralement, en fait, ce sont soit des ASBL, Mm. soit ce sont des coopératives d'activités, comme par exemple, il existe Job Yourself ou ce genre de choses. Ok. Mais du coup, ma question, c'est un peu plutôt ce genre-là. comme on parle avec un juriste ça coûte un peu d'argent, on parle avec un coach, est-ce que en rentrant par exemple dans des structures d'accompagnement comme Village Partenaire, il y a 18-19, il y a Brussels, est-ce que c'est gratuit déjà quand on rentre pour se faire coacher? Est-ce que, entre guillemets, moi Ouais. j'ai 14 projets dans ma tête et en fait il y a une espèce de liste d'attente ou... Après, c'est peut-être. Voilà, je sais pas si tu sais C'est répondre une à cette bonne question. question, mais nous, on n'a pas eu d'attente en tout cas. Ok. Et Est-ce que tu as dû quelqu'un a été dépenser quelque attribué. chose? Non. Ok, On donc a C'est rien dépensé. intéressant, mais ça dépend. super intéressant. Parce qu'il y a des structures qui sont, qui offrent des services à titre gratuit parce qu'ils sont, soit ils sont vraiment liés au secteur public. Ok. Et donc là, souvent, ça va être gratuit. Ou si on est sur des coopératives d'activités, ce genre de choses, eh bien, comme par exemple peut l'être Job Yourself, en fait, au tout départ, quand on est en période de couveuse, on va dire, ou période de lancement, on va passer sa facturation par cette structure-là. Et dans le cadre de cette facturation, il y a une retenue d'un pourcentage Une X, participation. une Ok. participation qui va permettre de pouvoir payer le juriste en interne, le coach, la comptabilité, ce genre de choses. Et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de pourcents. C'est rarement plus, mais bon, ça pourrait arriver. Mais il en existe vraiment tout un tas. Et il n'y en a probablement pas une meilleure que l'autre. Ça dépend son projet, ça dépend son feeling. Du coup, je vais passer peut-être un message à ceux qui nous écoutent. Si vous travaillez pour justement des structures comme Village Partenaire, 18-19, Job Yourself, c'est ça? Oui, par exemple. Up après, Brussels, on est là prêt à vous accueillir dans le podcast justement pour parler un peu de ces couveuses et d'aider les jeunes à entreprendre. Alors quand je dis jeunes, bien évidemment, c'est pas... Jeune vous avez projet. voilà, jeune projet, vous n'avez pas 18 ans, mais il n'y a pas d'âge pour entreprendre, je pense. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on est ouvert à vous accueillir et discuter avec vous de votre métier et surtout de cette chouette initiative de pousser au final un projet d'il y a 8 ans de Life is Beautiful et plein d'autres. Ça, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà entendu. Je pense que ça serait très chouette. Parlons aussi un peu financement. Je voudrais, juste avant, revenir d'abord, avant de parler du financement, Ouais. je voudrais savoir, est-ce que donc, tu as créé le Life is Beautiful avec un accompagnement, et je t'en félicite parce que c'est vrai que c'est un métier qu'il fallait appréhender, donc c'était pas évident. Et donc tu t'étais fait accompagner par une structure. Est-ce que tu as fait la même chose pour les Tilo? Non, je dois dire que l'accompagnement s'était vraiment bien passé. Donc, en fait, ça nous a offert un certain bagage pour la suite. Et puis après, il y a aussi l'expérience qui vient. Mais même 2-3 ans après, on pensait à d'autres projets. Et déjà, en fait, on a utilisé tout ce que Village Partenaire nous avait, ou tout ce que Vincent, en tout cas, nous avait transmis. Vous avez du pour les autres. Voilà, c'est ça. Le savoir. Après, tu rajoutes des choses. Pour Etilo, par exemple, on a rajouté un crowdfunding que nous avait déjà conseillé de faire également pour Life is C'était avant. la première fois que tu faisais un crowdfunding? Non, on l'avait fait pour Life is Beautiful pour nos stations. Vos stations. Changer nos stations de cocktail. Oui, c'est la structure, le bar. Pour, là. préparer les C'est pas, L'endroit c'est pas bar, pour avoir pas du diesel ou Oui, non. non, ok. Oui, pardon. mais là, on jargonise, donc forcément. vrai. Oui, bon, excusez-moi, je ne suis pas du métier. Non, non. Je suis du métier du consommateur. Donc, Et ça Ok. s'était très bien passé également. Donc, pour moi, par contre, je dois dire, pour le crowdfunding, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup les crowdfunding. Tu es passé par quelle structure pour le par dernier? KissKissBankBank. KissKiss, Ouais, ok. le premier, on l'avait juste fait sur notre site internet. Ah, ok, Life is d'accord. Beautiful. D'accord, intéressant. Et là, on est passé par KissKissBankBank vu que c'est pour un autre projet. Mais j'aime beaucoup les crowdfunding. Pour moi, l'intérêt du crowdfunding, en fait, c'est de tester le projet. Même quand tu es convaincu, voilà, c'est ça. Mais surtout, c'est de créer une base de personnes. Tu sais que s'ils participent, c'est des gens qui vont te suivre en fait pendant un moment. Ça va être des clients fidèles. C'est clair Voilà, que ça tu fait vois. un ciment sur la Voilà, communauté. c'est ça. Je pense même que ça crée la communauté. C'est ça. Moi, en tout cas, je considère que, pour moi, je ne veux pas faire un crowdfunding. Je ne veux pas que mon projet dépende d'un crowdfunding. Je veux que ce soit un bonus, voilà, au niveau financier. Vous avez levé En combien tout cas. avec le crowdfunding?
Le premier, on a besoin de 6500, on a eu les 6500. Okay. Le deuxième. Et là, on avait demandé 8000 et on était finalement à 18 000. Oui, vous avez cartonné. Ouais, le dernier, vous avez ouais. cartonné. Donc c'était super. Donc ça nous a permis de faire plein de choses. Plus rapidement que prévu en fait, donc au niveau matériel. Et toujours, même pour les stylos, c'était un bonus, c'était pas un besoin pour lancer. Mais de toute façon, d'un point de vue santé financière pure du projet, on peut pas. Il n'est pas possible d'être suivi par les banques si on arrive à la banque en disant j'ai aucun apport, j'ai aucun patrimoine et je compte faire un crowdfunding en sachant que si le crowdfunding n'arrive pas au moins au 100%, toutes les personnes qui ont participé sont remboursées. Et donc, on reçoit 0. Donc ici, tu as cartonné, donc ça, c'est génial. Donc, tu as été bien plus loin. Tu as doublé le truc, clairement. Enfin, même peut-être plus, je pense. Mais s'ils étaient arrivés à 99%, ils recevaient 0 € de la somme. Donc, il faut aussi s'imaginer que lorsqu'on va passer devant le banquier, j'allais dire devant le juge, c'est dire, on va passer devant le banquier. Si on n'a que ce potentiel crowdfunding qui pourrait peut-être arriver si tout se passe bien, la banque, elle va probablement difficilement suivre, et je peux l'entendre. Justement, je pense qu'on va arriver au même point. Donc, le crowdfunding n'était pas c'était pas un besoin, mais plus un bonus pour pouvoir investir sur d'autres éléments. Tu avais parlé juste avant aussi que vous avez mis un apport personnel avec Caroline. Du coup, vous avez dû solliciter des banques, j'imagine. Est-ce que cette étape, vous avez été accompagné par Village Partenaire au niveau d'aller faire un peu la recherche des banques. Comment ça s'est passé en 2015, c'est ça? Donc il y a 8 ans, c'est un peu cette approche de... on a quelqu'un qui est derrière un bureau, un banquier, qui à tout moment il te dit oui, il te dit non. Comment ça s'est passé un peu cette relation? C'était très difficile parce que... tu n'as pas d'autres établissements, tu viens, tu dis je vais ouvrir un bar. C'était très difficile et aussi en fonction d'où c'est situé. Et pour l'Oreca en plus. En 2015. Et en tout cas pour nous. Souvent, l'Oreca, donc il faut les convaincre davantage. C'était pas un problème d'apport, c'était vraiment un problème de secteur. Non, parce que justement, on avait apporté... un peu plus même que ce qu'ils demandaient. On avait apporté on avait 30 000 € d'apport. C'est pas mal. Et en plus, on ne demandait pas sur un financement total. On a dépensé 85 000 au total. Donc 30 000 € sur 4. Donc en gros, on a demandé 55 000 €. Oui, vous avez. C'est ça. Et donc sur l'ouverture globale, vous étiez à 80. C'est ça. Ce qui n'est vraiment pas, pas beaucoup, je trouve, en tout cas pour un bar. Et finalement, on est passé par Brussoc, qui est un autre organisme financier. J'allais demander, est-ce que tu étais passé par... C'est la région de Bruxelles-Capitale qui met en place une plateforme pour pouvoir justement obtenir des financements, généralement avec des taux qui sont plutôt avantageux. Et des conditions... Alors, non, c'est pas une banque, c'est un organisme vraiment lié à l'État, à la région. Et est-ce que du coup, tu as pris cette solution directement ou alors c'est après quelques refus d'avoir fait le tour des banques? En fait, pour participer avec eux, il faut un refus de la banque, de toute façon. Donc même si... Parce qu'au début, Village Partenaire nous avait directement parlé de Brussoc. Il te parle de tous les organismes qui peuvent t'aider, même pour trouver un local. Tu as un autre organisme qui va t'aider à trouver un local. Et d'ailleurs, on avait visité des locaux avec des gens. Tu leur expliques le projet, le type de personnes, de clients que tu veux. Et en fonction de ça, ils vont te dire j'ai un peu des endroits ici. Voilà. Je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. Mais par contre, pour Brussoc, de toute façon, pour qu'ils acceptent de te faire un prêt, il faut un refus de la banque. Ils ne veulent pas en fait substituer à une banque. Ils ne peuvent pas de toute façon. Mais si les banques disent non, là, tu peux aller les voir. C'est plus résiduel. Et tu dois quand même les convaincre. Mais eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est de stimuler certains quartiers de Bruxelles. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y aura des quartiers même où tu vas être, où ton taux d'intérêt va être plus petit que d'autres, par exemple. Nous, sur la rue d'Ansart, si on voulait ouvrir au début de la rue, ça aurait coûté... le taux d'intérêt aurait été plus élevé que là où nous sommes maintenant. Oui, c'est une des zones spécifiques, effectivement. Il y en a certaines... C'est quoi le terme exact, mais voilà.
Eh bien, je pourrais le dire 1000 fois, et là, en un coup, le mot m'échappe, mais je sais qu'il y a un LR à la fin. Mais c'est vraiment, il suffit de regarder, il y a la cartographie de Bruxelles-Capitale, et on peut voir certaines rues qui sont en rouge et d'autres en vert, et donc on peut obtenir un pourcentage différent dans ces cas-là. Et en effet, c'est pas plus mal que ça existe, mais c'est parfois complémentaire. Parfois, on va obtenir un certain pourcentage à une banque, et pour X, un pourcent de 10, 15 ou 20%, on va aller vers Brussoc ou ce genre de structure. Et donc, tu as obtenu tout ton financement. Ouais. Et par rapport à Etilo, ici, comment tu as pu Comment tu as pu former ce dossier? Est-ce que tu es repassé aussi par la même structure? Ou alors tu as pu aller dans une banque, et comme tu étais un entrepreneur à succès, eh bien, tu as pu été plus entendu? J'espérais, mais c'était pas plus facile. Non, hein? Oui, je m'en C'était doute. honnêtement, du coup, là, en fait, c'est encore plus dur. Et là, À quel niveau? on me laissait même pas la possibilité de présenter un dossier. C'est Horeca? Non. Mais vraiment. Ne penses-tu pas que c'est aussi lié à la période post-Covid? Oui, voilà. sûr. Ouais. Et je dois dire aussi que nous, on a repris la société. Oui. Donc, du coup, ça c'est aussi l'Etilo était un bar qui situation, existait. c'est une situation différente. Donc, si tu reprends une société et que cette société ne fonctionnait pas forcément très bien, ils ne se disent pas que ça va être repris par une société, même si ça remet à zéro et que non, c'est non, ça n'allait pas bien, alors non. Mais si ça allait bien, peut-être qu'on n'aurait pas pu reprendre cette société. Donc, c'est pour ça qu'on la reprend aussi. Donc, ça en plus, que déjà Horeca, c'est pas facile. Là, il fallait encore plus convaincre. Là, du coup, en soi, tu sais, franchement, limite, tu espères que les banques te disent non rapidement pour pouvoir aller pour aller là-bas. Mais sauf que s'ils mettent 6 semaines pour te dire non, et tu leur cours après. En fait, c'est de courir derrière les banques, même pour avoir un non, en fait, quoi, tu vois. L'administration, c'est vrai que c'est un facteur bloquant dans le lancement d'une entreprise, de tout projet. C'est vrai que les choses prennent parfois beaucoup de temps. Déjà que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, il faut déjà appréhender le vocabulaire, la dynamique. C'est pas toujours. C'est vrai que c'est pas toujours évident. En termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, de manière globale, le Life is Beautiful, ça rapporte combien en termes de chiffre d'affaires, hein? Je parle vraiment sur une année normale. Nous avons 3 établissements, donc avec juste Life is Beautiful, une boutique, atelier et le bar. Honnêtement, là, j'ai pas exactement en tête, par exemple, même du dernier, mais on est dans les 300 000 à peu près, 300 000 euros de chiffre d'affaires, plus ou moins. Et par rapport à l'Etilo, quelles sont tes projections pour, évidemment, ne parlons peut-être pas de cette année, mais je veux dire une année complète après le lancement. Même pour cette année, projection pour cette année sur 150 000 euros sur l'année, 150 000 euros, parce que c'est un petit espace où il y aura 20 personnes. Donc, c'est pas le même quartier non plus. C'est pas le même quartier non plus, mais... Combien de personnes, pardon? 20 personnes. 20 places assises. Ouais, c'est ça, ou au total même. Okay. Ouais, donc c'est beaucoup plus petit, c'est pas la même, c'est même pas la même disposition. Hein, c'est ça. Mais le chiffre d'affaires peut être là plus intéressant parce qu'on va aussi faire de la nourriture. Donc ce sera boisson et nourriture. Donc du coup, le ticket moyen par personne, même si c'est plus petit, moins de personnes, le ticket moyen sera plus grand. Donc tu peux faire on atteint plus facilement un chiffre intéressant. d'affaires qui est plus confortable. Forcément, si on vend que des bières façon de parler, des bières à 2,50 €, c'est pas la même chose qu'on vend un cocktail qui est entre 12 et 15 euros. Voilà, c'est à peu près partout pareil en termes de prix. Et puis qu'il y a un snacking, une petite planche à partager, une petite assiette. Vous partez un peu plus sur cette formule-là de finger food. De petites assiettes. Vraiment de petites assiettes tendance, où tu peux... en gros, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs. Tu peux venir boire et manger. On a aussi besoin de ça parce que ça reste quand même un lieu un peu isolé, on va dire, loin du centre. Donc, on veut que les gens, s'ils viennent, qu'il n'y ait plus besoin de chercher où est-ce qu'on va manger avant ou après, quoi. Oui, et puis en face, ils sont peut-être extrêmement talentueux et tellement bons, mais bon, il faut avoir de la place. Ouais. Et donc là, c'est l'avantage d'être passé dans le Gotemio et d'avoir eu tant de succès. Je parle de Maloma. Mais effectivement, ça peut être assez full. J'ai vu qu'il y avait aussi des collaborations. Alors, en termes de marge,
comment tu calcules ta marge au Life is Beautiful et est-ce que tu penses adopter cette même stratégie à l'Étilo? Oui, mais mes marges seront un peu plus petites, un peu plus réduites. Tu en es à au combien pour Etilo. le Life is On va Beautiful? dire, on va prendre le coefficient multiplicateur. Oui, tout à fait. On va dire, par exemple, s'il y a un produit, si ton assiette ou ton verre te coûte 3 euros, bah, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est en gros que le coût du produit ne dépasse pas 30% du prix de vente. Donc on est Voilà, sur un peu plus c'est qu'un ça. x3. Voilà, 3,33 exactement. Ça, c'est vraiment le minimum. Le minimum que ça ne dépasse pas, pour moi, c'est maximum 30%. Ok. Donc, il y a des produits, il y a des cocktails qui vont nous coûter assez cher, mais on ne veut pas les vendre Donc ça, 15, si je 20 vendront euros, pas, de toute façon, voilà. alors à ce moment-là, ils on ils va vendront pas. réduire. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres où ça va être plus grand. Donc, on multiplie plus ou moins 3,33, entre 3,33 minimum jusqu'à 4, voire même 4,3 pour certains cocktails. Et à l'Étilo, ça va être à peu À près la même Etilo, chose. ça va être ça va toujours être 3,33 le minimum, donc 30% au De toute façon, minimum on du peut coup. pas faire moins, je veux dire, parce sinon c'est qu'à pas un moment viable, donné, donc, exactement. Parce qu'il y a Et d'autres quand frais. on dit c'est justement pas viable, c'est pour savoir Bah. assumer juste les charges, Oui. le personnel et les fournisseurs. Ou Ah, alors mais si on est en dessous, de en dessous de x3, non seulement on va avoir un problème pour payer ses charges, Ok. mais je ne vois pas comment un entrepreneur peut dégager un salaire. C'est ça. Je on ne a vois pas besoin comment aussi de Son salaire Son propre Ouais, juste salaire. son salaire, C'est déjà. pas possible. Ouais. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible. Et Donc, euh, à partir de quel pourcentage on est capable de gérer une personne en plus, une troisième personne, une quatrième personne? Est-ce qu'on se dans base tous sur les le... cas, il ne faudra pas descendre en dessous de x3. Ok. C'est pas Mais est-ce possible. qu'on se base sur le nombre de personnes ou plus sur la marge? C'est sur un multifactoriel, ensemble, je en pense. fait. Il y a un ensemble de choses à prendre en compte. Nous, par exemple, l'espace est plus petit, certes, mais nos frais sont plus petits aussi chez Etilo. D'accord. Et donc, Donc, ça prendra le loyer pas, coûte 2 fois moins, voire 2,5 fois moins que Combien là-bas. coûte justement un loyer commercial entre... Par exemple, nous, au bar, dans le centre, au Libre, on est à 2200 quelque chose. Ok, pour combien de mètres carrés? Pour un 60, Ouais, quand même. 70 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc en gros, on va dire, je parlais en place assise, comme ça on est à 35 places assises. Ok. Chez Etilo, pour 20 places assises, mais par contre, je dois dire, c'est vraiment une exception, donc c'est super intéressant, mais il ne faut c'est pas penser que... confidentiel. Non, je vais le dire, mais faut avoir de la 50 chance euros pour par trouver ce loyer-là, voilà. Ah, c'est parfois les pépites aussi. C'est pour ça aussi une des raisons qu'on a repris aussi l'endroit, Et c'est on est à moins de 900 euros Oui, c'est de exceptionnel. loyer. C'est exceptionnel, Moins ça. de- C'est vraiment. c'est- Là, il faut c'est- être Faut transparent Ah ouais. par rapport aux personnes Ouais. qui écoutent. Alors, je vous souhaite de porter un projet entrepreneurial de type Horeca avec un loyer comme ça. Je suis presque jalouse. Ah ouais, mais Non, mais notre vraiment. atelier dans le centre, on a le workshop atelier coûte plus cher que le loyer d'un bar. Ça, j'aurais jamais pensé trouver. Ça ne m'étonne pas. tu vois. Et donc, du coup, On est à 1100 euros sur combien de mètres pour carrés 50 mètres, 50 mètres carrés. et ça reste un bail commercial. Ouais. À Voilà. Bruxelles, de toute façon, pour avoir pour louer un espace commercial avec une autorisation Horeca, parce que Ouais, quand on doit l'obtenir, ça, c'est encore tout autre chose, Oui, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autorisations à obtenir. Évidemment, ça dépend d'une commune à l'autre. Ça ne sera pas le même loyer à Place du Châtelain que Mais c'est si ça, on est chaussée d'Actes. Et ça, c'est la même chose que quand on Oui, loue un mais- appartement ou une maison. ouais. Mais c'est rare quand on est en dessous de 1005. Mais même ce loyer-là, Ça- dans ce et ça peut quartier-là, aller jusqu'à 10 000, c'est hein. rare, hein, ouais, ouais. Même Même plus. dans ce quartier-là, 900 euros pour un Horeca, c'est un Horeca en fait qui. Ouais. C'était un restaurant, c'est très avant rare. C'était un bar. Un bar, un bar donc ça aussi, ouais. restait Un bar à un cocktail. bar. Ok. Non, c'est vraiment généreux. Et dans le quartier donc Scarbeck, pas le quartier mais la commune, Mhm. on est du coup sur un loyer un peu quand même plus élevé. Donc là, c'est Ah vraiment oui, entre guillemets une c'est- pépite que tu as Ah trouvé. oui, quoi. oui, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment des loyers des temps anciens, quoi. Tu vois, où, Mais c'est 900 il y a- fixe il y ou a- alors c'est 900 la première année? Parce que j'ai déjà entendu ça aussi. En fait, ils voulaient augmenter le loyer, mais on a négocié pour en gros, exactement, c'est même pas, c'est 840 euros exactement. Mais dans 2 ans, il monte à 950. Ok. Voilà.
Donc j'ai encore Bon, 2 ça va, années. ça reste, voilà. ça- T'as une marge de 50 euros, je pense Non, mais que... c'est surtout si en dessous de 1000 euros. Quoi. On est, Ah oui, oui, on clairement, est que sur une augmentation de 600 euros par an. Plus l'indexation qui, annuelle. allez, une bonne soirée, une bonne caisse pour une bonne soirée paye l'augmentation de l'année. Ouais. Dire, Non, voilà, franchement, donc c'est hyper honnêtement, raisonnable. même si, enfin pour moi, juste pour dire, dans l'Oreca, de toute façon, même un loyer à 1500 euros, si je trouve un espace qui me permet de mettre 20 personnes à 1500 euros, je trouve déjà que c'est très intéressant. Donc on est en sur dessous une de 1000 fourchette euros. de combien généralement Honnêtement, la plupart du temps, c'est entre 3 et 6 000, très souvent. Ça va être entre 3 et 6 000. Après, on a des collègues qui payent 8 000, 10 000. Je connais quelqu'un qui a 17 000 par mois. On est là, par contre, sur quelque chose sur 2 étages, avec une cave. Le chiffre d'affaires n'est pas pareil. Mais non, parce que forcément, Ouais. déjà là, on est sur un restaurant, donc on n'est pas. Enfin, le panier moyen, il est beaucoup plus élevé. Hein, le ticket moyen, il monte. Justement, le panier moyen d'un bar à cocktail. Moi, j'ai envie de dire plus ou moins 18 euros. Ok. Pourquoi ? Parce que tu as un cocktail et demi, on va dire. Voilà, un cocktail et demi par personne. En moyenne, il y a des gens qui vont boire 4 cocktails, il y a des gens qui vont boire juste un. Donc, un cocktail et demi, même pas si je devais, en calculant, quand je fais mon plan financier, je calcule toujours un cocktail et demi. Ok. Et donc, si mon De toute façon, cocktail c'est une est à fourchette 12 basse, euros, voilà, c'est plus- ça. c'est Je plus préfère ça, raisonnable et voilà. toujours. Tout à fait. Voilà. Et justement, tu as ouvert en 2015 le Life is Beautiful. Est-ce que tu as vu une croissance, une diminution au niveau de ce panier moyen ? Parce que on a eu plusieurs crises qui sont passées, là, et Oui. on est encore un peu dedans. Oui, tu le vois. Tu vois qu'il y a des gens, depuis le Covid notamment, et après, avec la crise énergétique, tu vois clairement qu'il y a eu une baisse parce que les gens, justement, au lieu de prendre 2 cocktails, ils vont prendre juste un cocktail. Mais la moyenne ne descend pas beaucoup en dessous de 18 quand même. C'est Ça pas va une peut-être être dégringolade. 15, mais franchement, Ok. voilà. Sinon, après, ça reste Mais plus ou moins stable. Après, il y à a ce eu niveau-là. aussi l'effet inverse, c'est que les coûts du matériel, enfin de l'énergie, il y a eu plein d'augmentations partout. Mhm. Peut-être que le panier moyen a augmenté, comme la carte augmente. Mais les prix Mathématiques. augmentent par contre, définitivement, parce que nous, comme on a une boutique, justement, chaque semaine, quand on reçoit nos produits, on check les prix parce qu'il y a un produit sur 3, le prix a augmenté, donc on doit adapter. Donc les prix augmentent, clairement, les salaires augmentent Clairement. également tout qui du augmente. staff, voilà. donc oui, donc malheureusement, on est aussi obligé d'augmenter le prix de nos cocktails. Et c'est trouver cet équilibre-là, en fait, où tu veux pas effrayer tes clients qui ont eu l'habitude d'avoir ce prix-là. Oui, puis il y a des Et- seuils psychologiques. Parfois, Exactement. pour certains cocktails, on peut difficilement passer. On peut pas facilement augmenter certains types de cocktails où on se dire oui, ça, Ouais. c'est un espresso martini, il faut pas déconner. Ouais, Ou tout à tiens, fait. ça, c'est un simple sour. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, forcément, c'est compliqué de faire comprendre aussi à sa clientèle que sans ça, c'est pas on possible. n'existe Bien plus, sûr. quoi. Il faut réussir à trouver Ouais. l'équilibre. Clairement. On va passer un peu à la partie équipe. Mhm. Tu gères 3 établissements, 4 avec l'atelier, du coup, si Ouais. j'ai bien compris. C'est ça. Comment on gère aujourd'hui en 2024 le personnel parce que voilà, avec 4 établissements, comment tu t'organises Vous avez combien de personnes fixes aujourd'hui ? Là, pour le moment, parce qu'on est en sous-effectif, on a 2 personnes fixes. Ok. Et un Entre les étudiant. 4 business. Ouais, mais on va dire. la boutique, c'est juste nous qui faisons la boutique. Ok. Donc toi et Caroline. Voilà. Et l'atelier, c'est moi qui fais l'atelier. Et là, l'étilo vient d'ouvrir, donc là, on doit absolument trouver quelqu'un parce que sinon, on ne peut pas être l'atelier et là-bas. Mais l'idée, quand même, normalement, en fait, on devrait, sans étilo déjà, on devrait être à 3, voire 4 temps plein. C'est ça l'idéal. Mais avec étilo, c'est d'arriver à 5 temps plein. D'accord. Tu nous dis que tu es en sous-effectif. Mm. Comment tu gères le recrutement ? Par quel canal tu passes pour pouvoir recruter tes équipes et comment tu fais quand tu as quelqu'un pour le garder ? Ouais, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Juste ça. Et depuis, donc il y a Job Extra, justement, que vous avez aussi lancé, où on a reçu des CV via ça.
Et aussi, c'est beaucoup dans la communauté, en fait, des bars. Du bouche à oreille. Voilà, tout le monde, on se connaît plus ou moins tous. Donc, du coup, en soi, le nombre de barman confirmés, expérimentés à Bruxelles reste limité. Donc, du coup, tu sais que s'il y en a un qui part de là, tu pars de là, bah, il sait qu'il y a l'autre qui est intéressé, enfin, un bar qui cherche. C'est un peu Donc, comme en fait, le ça tourne. Oui, c'est un peu mais comme le c'est foot, la quoi. chaise musicale. En fait, oui, c'est le vraiment- mercato, hein, ça c'est c'est ça. sûr. Hein. Tu as le Ouais. mercato, mercato du bartending qui est Excellent. 2 fois par an d'ailleurs. Il y a des périodes comme ça, j'ai déjà remarqué. Ouais. En hiver. Ça me fait toujours vraiment, vraiment beaucoup rire. Et tu passes par des structures comme par exemple l'EFP, ils ont une section bartending où on peut avoir un stagiaire à l'année qui vient 4 jours semaine. On n'a pas fait, mais on a eu des demandes. Mhm. Donc pour le moment, on n'a pas de stagiaires. En fait, avant pour nous d'avoir un stagiaire, on a besoin d'une équipe fixe. Et comme ça, on peut se permettre justement d'avoir plus de gens qu'on peut former et qui peuvent rester. Alors que nous, pour le moment, on est en train de courir entre 3 et 4 établissements maintenant. Donc on a besoin de directement quelqu'un qui sait bosser, voilà, avec une formation très courte. Du coup, je vais revenir un peu à la première partie du podcast où tu parlais justement d'avoir un peu plus de liberté dans votre vie privée, professionnelle, être un peu plus, entre guillemets, relax. Est-ce que c'est pas ça un peu le frein aujourd'hui de vous courir entre tous les business et que la première cause ou conséquence, c'est de ne pas avoir assez de personnes à vos côtés? Totalement. Moi, souvent, je me demande et on me demande. Bon, moi, j'avoue, je ne me pose pas la question très souvent, mais je réponds très vite. Mais j'aime entreprendre, mais en même temps, il y a un peu de mal à trouver le personnel. Et alors, est-ce que pour autant, c'est une bonne idée là de déjà lancer un nouveau bar, sachant que déjà au Libre, on n'a pas l'équipe complète. Et quand je dis on n'a pas l'équipe complète, c'est parce qu'on voudrait ouvrir tous les jours. On a une équipe complète pour ouvrir 5 jours sur 7, mais on voudrait ouvrir tous les jours. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit un frein, en fait, ça. Donc, quand j'ai des idées, je vais quand même les appliquer. Je suis prêt à les faire. Je me dis, comment je vais devoir m'organiser pour pouvoir faire tout ça. Mon objectif, c'est pas de ne pas dormir. C'est pas de ne plus aller dans des bars, de ne plus sortir. C'est pas ça. Mais quand même, oui, je vais moins dormir. Mais si je lance ça, par exemple, le fait de lancer un nouveau bar, je peux engager un full-time, je pourrais même engager un deuxième full-time, et ce deuxième-là pourra faire aussi ce bar-là et l'autre bar. Parce que tu as une deuxième rentrée d'argent, enfin, tu as une nouvelle entrée d'argent. Exactement, et pas juste me dire, OK, là, j'ai besoin de 2 personnes et demie, mais quel barman confirmé va venir travailler juste à 18 heures dans mon bar? Personne. Tout le monde veut un temps plein. Du coup, si j'ai un autre espace où je peux offrir ce temps-là, c'est super. Et donc, du coup, ça peut me libérer du temps sur certaines choses. Donc, moi, en fait, comment je vois ça, c'est plus j'ai d'endroits, oui, plus peut-être j'aurai de difficultés à avoir de gens. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, l'équipe que je forme là, au Libre, il y en a 2 qui bossent bien. Tu peux en enlever un, tu le mets dans le nouvel endroit. Donc, du coup, même si tu mets quelqu'un d'autre qui est moins confirmé avec celui qui est confirmé, qui va le former, et ainsi de suite. Il y a une transmission de savoir. Voilà, exactement. Il va être son coach, en fait. C'est ça. Il va transmettre un peu les valeurs aussi de Haruna, de Caroline et aussi du Life is Beautiful. Et puis les standards de qualité aussi. Oui, c'est ça. Forcément. Exactement. Et comme ça, toi, tu n'as pas besoin d'être là tous les jours non plus pour pouvoir suivre cette formation. Quels seraient pour toi tes prochains, en fait, ta prochaine évolution, en termes de crainte pour pas dire, tu as peur de quoi pour le futur, mais si tu analyses un peu tes 2 projets, tes 4 projets finalement, mais je veux dire, je mets le Life is Beautiful all-in d'un côté, on va dire, ce qui est établi, et ce nouveau projet qu'est l'Éthilo. Quelles vont être tes craintes pour l'avenir? À quoi tu vas prêter particulièrement attention dans l'année qui vient? Ça peut... Ouais, en fait, au niveau crainte, je ne veux pas que ça paraisse prétention, disons ça, mais je n'ai pas forcément de crainte, en fait, parce que oui, évidemment, il y a toujours un peu ce stress de... J'espère qu'il y aura assez de monde quand même pour pas juste payer les frais, pour que je puisse aussi gagner de l'argent. Mais j'ai plein de défauts, mais il y a une assez grande qualité que j'ai, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est la réaction.
Je m'adapte très rapidement aux situations. T'attends pas d'être devant le mur en fait pour Non, réagir. Et puis j'ai plein d'idées en fait aussi. Et donc parfois le fait d'être dans une situation un peu délicate, en fait je vois ça comme l'opportunité de mettre ces idées en place. Ça peut marcher, parfois ça marche pas, parfois ça marche super bien et finalement voilà, j'ai trouvé quel chemin prendre. Mais évidemment, même là avec le éthilo, il y a des fois où j'ai ce petit stress, mais en fait est-ce que c'était une bonne idée de reprendre dans un endroit aussi isolé? Mais comme je disais, j'y réponds en fait très rapidement après parce que je vois que en fait mais oui c'est bien. Mais évidemment il y a toujours des doutes qui vont venir. Mais j'aime bien me poser, me dire ok, pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi c'est une bonne idée, et souvent il y a plus de choses dans la case bonne idée. Alors que les Après, autres, tu as aussi en tout cas c'est l'image que moi j'ai de toi, c'est quelqu'un qui est assez positif en l'avenir. Enfin, je veux dire, quand on t'entend parler, positif, etc., tu es positif. Terre à terre. Oui, positif. Oui, je suis positif dans l'avenir parce que je crois en ma capacité de réaction. Je crois honnêtement, par exemple, Éthilo ne fonctionne pas comme je voudrais par rapport au concept que j'ai. J'ai déjà 2-3 idées de comment je pourrais transformer l'endroit tout en pouvant... Un coup d'avance, c'est important pour toi? Ah ouais, c'est très important. Et même si ce n'est plus un Horeca là, finalement. En fait, chez Éthilo, avec le montant du loyer, je pourrais faire d'autres choses plus faciles même, qui pourraient rapporter le même quantité d'argent, mais avec moins de travail. Enfin, le même chiffre d'affaires, mais avec moins de travail, en fait. Parce qu'Horeca, c'est beaucoup de travail. Oui, ça c'est sûr. Mais vraiment. Ça, c'est pas rien de le dire. Mais je suis plus passionné par l'Horeca que ça. Donc, en gros, même si, pour n'importe quelle raison, il y a quelque chose qui fait que vraiment ça ne marche pas, je pourrais trouver quelque chose. Ou j'aurai quelque chose à côté qui me permettra de couvrir ces pertes-là. Mais je suis un travailleur, je n'ai pas peur de faire des heures et je suis assez réactif. Donc, à ce niveau-là, ouais, je suis désolé, mais j'ai pas de... Mais en fait, non, tu réponds très très bien à la question. Je dis pas que, attention, il faut foncer tête baissée, c'est pas ça. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de crainte ou de peur qui me viennent là. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce que je ressens, c'est que tu te connais, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu connais tes limites, tu sais où tu veux aller. Et donc, forcément, tu peux te retourner plus facilement. Oui, et ce côté optimiste aussi fait que tu ne vas pas rester juste devant le petit caillou qui est devant toi, ça ne va pas être une montagne, tu vas pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt joli. Oui, c'est gentil, c'est bien dit. Belle parole. N'est-ce pas? On arrive tout doucement à la fin. En tout cas, merci Aruna. Je voulais juste encore clôturer un peu avec l'évolution et le futur. Comment Aruna et Caroline, je vais y arriver, vous voyez dans 5 ans dans ce monde de l'entrepreneuriat. Je sais que tu as plein d'idées d'ouverture de business, mais comment vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, ce serait d'avoir... non. Non, toujours à Bruxelles, mais avec 2 ou 3 établissements en plus. Okay. Et des voyages, beaucoup de voyages, avec parmi ces 2-3 établissements-là, un établissement où nous allons bosser, ou seulement nous. Et avec ces voyages, en fait, revenir pour alimenter tous les établissements avec les produits qu'on aura découverts, les producteurs qu'on aura découverts. Voilà, c'est génial. On te souhaite en tout cas, Marie et moi, plein de succès pour cette nouvelle année et du coup pour ces prochaines années. En tout cas, un grand merci, merci d'avoir accepté notre invitation et puis on se voit très bientôt. Merci beaucoup. Moi, je suis sûre de venir, c'est mon bar préféré. C'est gentil. Horeca Talk, propulsé par Up For It.